Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec le docteur Karim, on est en mode Top Gun. Enfin, le réseau de la santé du Québec est sauvé. On a enfin une dirigeante de la nouvelle bébelle qui s'appelle Santé Québec, la fameuse Top Gun. On a son nom, elle s'appelle Geneviève Biron. Non, c'est pas la sœur à Martine, mais c'est pas une chance. Mais on en parle ce matin. On analyse le pédigré de cette Madame Biron. Est-ce qu'elle est notre sauveur descendu du ciel? On en parle ce matin En toute liberté. Salut Karim. Salut Joey. Yes. Hey, juste avant qu'on passe justement à l'heureux élu, euh, François Legault a publié une petite vidéo en fin de semaine qui parle justement du réseau de la santé. Je veux qu'on. Ben, je sais que tu l'as vu, mais je veux quand même, pour le bénéfice des auditeurs, qu'on réagisse à la dite vidéo. C'est un petit peu moins de 2 minutes. En tout cas, je ne penserais pas qu'on ait des droits d'auteur pour ça. Là. En tout cas, on va envoyer une lettre à François Legault si ça arrive, mais il veut absolument adresser le système de santé. 2018. On est épuisé. Ça va être de pire en pire. Ça s'est vraiment dégradé, là. Manque d'effectifs est récurrent. Quand on est arrivé, le réseau de la santé, ça allait vraiment pas bien. Les libéraux avaient fait mal au système avec l'austérité. Il fallait le redresser. Et là, la pandémie a frappé. On a maintenant 21 838 cas qui sont confirmés. On a formé des milliers de préposés en quelques mois. On a mis en place des mesures pour protéger nos aînés. Ça nous a permis de sauver entre 10 000 et 20 000 décès. Ensemble, on est passé au travers. J'ai travaillé longtemps dans le milieu des affaires, mais quand j'ai fait le saut en politique, c'était pour redonner au Québec. Et le système de santé, c'était le plus gros défi. Mon premier test, c'était la campagne de vaccination. J'ai demandé à Christian Dubé de mettre ses talents de gestionnaire au service des Québécois. Avec Clic Santé, c'était facile de prendre rendez-vous. Le centre de vaccination était très efficace et rapide. Ça a été une réussite. Prochain défi, redresser le réseau de la santé. On accélère les choses. Avec le guichet d'accès à la première ligne, on a évité 1,5 million de visites à l'urgence. Depuis 2022, il y a 900 000 Québécois de plus qui ont accès à un groupe de médecine familiale. À chaque jour, on avance vers notre objectif. Un réseau plus humain, plus efficace et surtout facilement accessible. Ouais. Ben écoute, tu veux que je réagisse à ça? Ben, commence, puis parce que moi, tout, j'ai mes propres points titillons ici et là, mais je vais t'entendre d'abord là-dessus. C'est un très beau vidéo esthétique de propagande. C'est-à-dire, les libéraux, on résume tout ça, les libéraux ont détruit le système de santé complètement. La CAQ, les libéraux étaient plus que médiocres, ils étaient dégueulasses. Et la CAQ est arrivée et ils ont été tellement merveilleux. En plus, ils ont été pris avec une pandémie et ils sont extrêmement extraordinaires. Imagine-toi s'il n'y avait pas eu de pandémie à travers tout ça. C'est ça, la trame narrative du vidéo, c'est ça. Ben et oui. pourquoi je ne suis même pas choqué de ça, c'est que c'est la base. C'est la base même de la politique. Ce vidéo-là, tu vas le revoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, tu vas revoir une même thématique. C'est toujours comme ça. Tu es dans la politique, et même, même lorsque tu n'es pas dans un système démocratique, c'est peut-être à la limite pire lorsque tu n'es pas dans un système démocratique, tu vas toujours avoir un parti au pouvoir qui va devoir expliquer au peuple à quel point il est extraordinaire. La CAQ nous explique pourquoi ils sont tellement extraordinaires. Et là, il nous amène des chiffres. Bon, prenons ces chiffres-là. Là, tu m'arrives avec cette vidéo-là comme ça. Prenons les vies qu'ils ont sauvées pendant la pandémie. Bon,
Moi, je poserais la question à M. Legault. Sur quel modèle statistique il se base? Parce qu'il parle de surmortalité. La surmortalité, je ne dis pas qu'il n'a pas raison, hein, mais la surmortalité, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à vérifier. Avec tous les biais, avec tous les biais de confusion possibles, avec tous les biais d'inclusion possibles, avec tous les biais de sélection possibles. Qui sont les statisticiens qui ont basé leur modèle pour déterminer le nombre de vies qu'ils ont sauvées? Par rapport au nombre de vies et à la morbidité inéluctable à leur confinement. C'est quoi les modèles? Et est-ce que ces modèles-là ont été révisés par les pairs? Ça, c'est la première chose que je demande. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais je leur pose la question. Donc, est-ce que ces modèles-là sont vraiment issus de statisticiens experts du domaine et ils ont été révisés par les pairs, ou ce sont plutôt des agents de com de M. Legault sur le bord d'une table qui ont écrit ça? J'accuse personne, hein. Ben, c'est juste qu'il y a des précédents. Là. On a vu le fameux graphique que le gars avait sorti dans le temps du budget pour dire qu'on avait quasiment un des meilleurs budgets, mais en tout cas, nous, dans Ken et Frank, on a découvert, OK, t'as juste le 6e budget, le 6e pire budget de l'histoire du Québec depuis les années 60. Il y a beaucoup de précédents. Là, les Stéphane Gobeil, #face de Puma, qui nous sortent des fois des graphiques et des statistiques quasiment twistées de tous les bords pour que ça ressemble. Tout le monde le fait en passant. Hein? Le PQ n'est pas mieux. Là, eux autres, quand ils checkent les trucs sur la souveraineté, souvent, ils comptent juste le vote francophone. Ils ne rajoutent pas le vote anglophone là-dedans, donc le vote pour le oui a l'air plus haut. Absolument. Pas nouveau, là, et on a la même question par rapport à la langue française. C'est toujours la langue française régresse au Québec. Mais lorsque tu regardes, c'est plus qu'elle régresse comme langue parlée à la maison, mais sur la place publique, elle s'améliore, elle augmente. Donc, c'est quoi ton critère exactement? C'est toujours la nuance à amener. Donc, les chiffres qui me sont garochés comme ça quand il y a un gouvernement, surtout quand c'est des politiciens qui amènent ça, là, bon, écoutez, pour moi, ça a très peu de valeur. Cependant, c'est sûr que s'ils me disent qu'il y a des modèles statistiques qui sont faits vraiment par des experts solides sur le domaine et que ça a été révisé par les pairs, bon, OK, on peut discuter de ça. Maintenant, bon, OK, c'est une vidéo de propagande. Ouais, tu me demandes de réagir aussi à cette vidéo-là par rapport au fait que M. Dubé dit qu'il y a 1,5 million de plus de Québécois qui sont pris en charge par un groupe de médecine familiale. Je ne dis pas que la mesure, elle est mauvaise, OK, ici, mais c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu as ton nom enregistré sur un groupe de médecine familiale, ça ne signifie pas que tu as accès à un médecin de famille. Maintenant, je suis d'accord avec le principe qu'un individu qui n'est pas vulnérable, c'est-à-dire toi, Joey, tu as besoin de voir un médecin une fois par 3 ans parce que tu vas avoir une pharyngite ou tu vas faire un marathon, tu as une entorse lombaire ou quelque chose comme ça. Tu as besoin d'avoir accès à un médecin. Tu n'as pas besoin d'avoir accès à un médecin de famille qui connaît vraiment bien ton dossier. Peu importe quel médecin, c'est un problème qui est très sporadique. Pour les patients vulnérables, c'est important d'avoir accès à un médecin qui connaît très bien ton dossier. Maintenant, donc la mesure en soi d'avoir accès à un groupe de médecine familiale et non un médecin de famille pour des patients non vulnérables, tout à fait d'accord. Cependant, est-ce que l'accessibilité, elle est là? Parce que c'est beau d'avoir ton nom inscrit sur une liste, mais même si ton nom est inscrit sur une liste, c'est beau pour les statistiques du ministre. Mais ça veut dire que tu augmentes le nombre d'épisodes de soins. Donc, son 1,5 million, je le dis, là, je n'en ai rien à cirer. Pour ceux qui écoutent En toute liberté, puis moi puis Jacinthe, on a déjà parlé de ça beaucoup, elle en est une preuve flagrante. Elle et ses 3 enfants ont reçu une lettre pour dire qu'ils faisaient désormais partie, sont pris en charge par un GMF, donc un groupe de médecine familiale. Puis quand elle a appelé pour avoir des services, on lui a dit appeler Info Santé. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de beaux chiffres, mais écoute, peut-être pas passer tout le temps là-dessus. Et moi, je peux être bon joueur en disant ça vient juste de débuter. C'est normal que ça ne fonctionne pas instantanément, parfaitement. Le problème que j'ai, c'est que le ministre vient se vanter actuellement sur les réseaux sociaux puis envoie une campagne de propagande quand sa réforme n'a pas amené les résultats. C'est que lui, il dit oui, c'est inscrit, mais quand tu l'essayes,
concrètement parlant, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est ça. Il est là le problème. Donc, mais je ne lance pas la pierre en disant ça ne fonctionne pas en ce moment, ça vient juste d'être débuté. OK? Ben, ça vient juste d'être débuté. Quand même, le guichet d'accès à la première ligne, ça fait quand même 1 an et demi à peu près. Mais là, il faut dire, le PL15, avec la légifération et les pouvoirs que le ministre a à l'heure actuelle, ça fait quand même juste une couple de mois. Là. Ça fait à peu près 2 mois, 3 mois à peu près. Donc, que ce ne soit pas complètement opérationnel, moi, je considère que c'est normal. Mais quand il amène son chiffre de 1,5 million, ça me dérange parce que je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Si ces 1,5 millions-là amènent vraiment un désengorgement qu'on est capable de mesurer par rapport aux urgences, par rapport également aux lignes en spécialité, parce que la première ligne peut désengorger fortement les lignes en spécialité, parce que si ta première ligne est capable d'absorber plus de cas, tu vas avoir moins de consultations qui vont aller en deuxième ligne, qui sont des consultations non optimales pour la deuxième ligne et même pour la troisième ligne. Donc, écoutez, je suis zéro choqué de ce vidéo-là. Ça fait partie de la politique et c'est normal que la politique œuvre dans le mode de la propagande. Il faut juste que les auditeurs soient bien aiguisés et ils se disent « Ouais, attendons de voir les résultats finaux. » C'est ça. Puis on était assez honnête de mettre le logo de la CAQ à la fin, non pas hashtag votre gouvernement. Là. Au moins, ça faisait, on voit que c'est plus partisan, puis au moins, il montre, il faut lui donner. Là. Mais c'est ça, parler d'austérité libérale, alors que n'importe quel économiste pourra vous dire qu'il n'y a pas eu d'austérité durant l'époque des libéraux. Puis c'est pas parce que c'est mes préférés, là, mais c'est juste que statistiquement, c'est ça qui est arrivé. Dire que là, ça va bien, mais dans le temps des libéraux, c'était tout croche, comme si ça n'aurait pas changé. Non, l'austérité, c'est une question de définition. Moi, j'ai toujours eu l'impression que l'austérité, c'était vraiment c'était une diminution, c'était, je veux dire, une diminution claire des dépenses. Là. C'est pas une diminution de l'accroissement des dépenses. C'est ça. C'est ça que les libéraux ont fait. Maintenant, le ministre Girard, quand il est sorti, il a donné une définition différente de l'austérité. Mais tout ça est une question de définition. Mais il faut se rappeler, le gouvernement, puis je ne suis pas un défenseur, je ne le connais pas pantoute, là, puis moi, je ne sais même pas pour qui je vais voter aux prochaines élections, honnêtement. Là. J'ai aucune espèce d'idée. Mais le gouvernement Couillard-Létard, ils avaient quand même équilibré le budget d'une façon très intéressante, ce qui nous a permis de passer à travers cette pandémie-là, sur le plan financier, sans extrêmes catastrophes financières. Fait juste imaginer qu'on avait eu un gouvernement Couillard-Létard à 10 milliards ou 11 milliards de déficit avant la pandémie. Ah non, ça aurait été mon gars. Exact. Ah, absolument. Écoute, là, merci de ta réaction. On passe à la pièce maîtresse. Top Gun Time. Madame Geneviève Biron, nouvelle PDG de Santé Québec. Hashtag la personne que Christian Dubé va toujours relayer quand on va lui poser des questions. Une des raisons principales que beaucoup ont critiqué, puis il y a un peu de vrai là-dedans, c'est qu'à cette heure, voici l'excuse que le ministre de la Santé va pouvoir dire à chaque fois qu'il y a des problèmes dans les urgences. Allez voir Mme Biron, allez voir Mme Biron, allez demander à Mme Biron. Ça va être un peu ça aussi. Là. En gros, c'est qu'il va beaucoup avoir de... c'est plus de mon ressort, c'est rendu la PDG, l'experte, la Top Gun qui gère tout ça. Peut-être pas sur tous les dossiers, mais tu sais. Fait que, écoute, je suis curieux de t'entendre là-dessus, parce que d'un côté, regarde, on parle c'est ça, elle vient du privé, elle a son groupe de médecine de privé au niveau de la santé, bureau, groupe santé, entreprise familiale, qui est là depuis quasiment les années 50, sinon pas. Elle a commencé avec son père. Fait que, on voit que je nie aucunement les qualificatifs de la dame, ni son expérience, ni que, on voit, c'est pas, on va dire comme l'autre, c'est pas une 2 de pique. Là, c'est vraiment une femme d'expérience reliée à ça, mais elle avoue elle-même qu'elle ne connaît pas le réseau de la santé publique. Ou du moins, elle n'est pas une experte en la matière, ce qui est un peu normal, mais quand même, on assume que tu connais quand même un petit minimum. De deux,
Encore là, la question se pose. Le Québec a toujours le réflexe du sauveur pour régler ses problèmes, mais est-ce que c'est nécessairement ça qu'on a de besoin? Si on est plus dans l'école, toi puis moi, Karim, que ça aurait été nous autres, Santé Québec, ça n'aurait même pas existé. Fait que est-ce que c'est ça nécessairement qui va sauver le système? Tu sais, elle m'a dit comme Yasmine Nadel-Fadel la semaine passée, elle dit c'est pas Top Gun, c'est plus Mission Impossible. Dans le sens que, tu sais, OK, ils ont mis ça là, mais ça va dépendre quelle va être sa capacité de jouer, tu sais, sa marge de manœuvre. Si elle est capable de faire des réels changements structurels, puis elle a le carte blanche, qui me surprendrait fortement, mais mettons que c'est le cas, OK, là, on parle. Peut-être qu'il y aurait moyen de faire de quoi. Mais si c'est justement avec le genre de directeur du prix, monsieur, je cherche son nom, justement, mais le genre de DG qu'ils ont mis avec elle, qui vient, lui, du public, qu'on a comme Oui. monsieur, j'avais son nom tout à l'heure, je ne vais pas me tromper, Frédéric Abergel, c'est ça. Exact, Frédéric Abergel, exactement. Tu sais, Ouais. qui a un peu son bras droit, mais qui est comme justement un fonctionnaire de haut rang. Plusieurs disent qu'ils l'ont mis là pour que le gouvernement perde la face, puis se disent ah, vous donnez les clés du réseau public au privé ou whatever. D'autres qui disent que c'est comme le watchdog du public, pas que la fille du privé fasse nécessairement grand-chose. En tout cas, il s'est pas mal tout dit, fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus, de qu'est-ce que tu en penses de cette dite nomination Top Gun. Ouais. Il y a tellement de nuances là ici. C'est-à-dire, il faut séparer vraiment la personne du système. Ça, c'est très important. Et je débuterais là, de la façon que tu l'as introduit, Joey, en disant on lui reproche de ne pas connaître le réseau public. C'est que à chaque fois que tu vas avoir quelqu'un qui va gérer un réseau, tu vas toujours avoir une faiblesse que tu peux exploiter. La réalité est que c'est à la personne elle-même, il faut qu'elle ait les coups des franges, de s'entourer de gens qui vont être complémentaires à son expertise. Lorsqu'on regarde un peu, puis là, on va aller sur le CV de Mme Biron. Mme Biron, c'est Geneviève Biron, qui est une femme de 54 ans. Son père a fondé Biron Médical en 1952. Ça date quand même, là. Et elle est... Duplessis est au pouvoir, là, ça fait un bout. Là. Oui, parce que, ben oui, Duplessis a été réélu en 1956. Ah, puis Donc, la toutes les autres avant, je pense que c'est la dernière fois que Duplessis a été réélu, c'était en 1956 de mémoire. Donc, ça fait quand même longtemps, cette histoire-là. Donc, Biron Médical, je veux dire, c'est quand même un monument là, en ce qui a trait au privé en santé au Québec. Ça, il faut le dire. Qui est le cerveau à travers tout ça? C'est-tu le père? C'est-tu sa sœur? C'est-tu elle? On a l'impression que les trois ont vraiment œuvré beaucoup dans le système et ça a été des très bons gestionnaires. Lorsqu'on regarde un peu le CV qui nous est rapporté là, par les médias, moi, je ne la connais pas, Mme Biron, personnellement. Non plus. Mais je vais vous dire l'expérience que j'ai eue avec les cliniques Biron et ça a été excellent. Pas pour moi personnellement, mais pour mes patients. Mais regardons un petit peu son CV. En 1990, Mme Biron a été nommée directrice des ressources humaines de Biron Groupe Santé, puis vice-présidente aux opérations en 1998. Ça date de longtemps. Si elle a 54 ans, en ce moment, et en 1990, elle a été nommée directrice des ressources humaines. Puis en 1998, vice-présidente aux opérations. Ça fait longtemps qu'elle est dans la gestion quand même. Oui, on va dire que c'est son père qui l'a bâti, mais ouais, c'est correct, là. Je veux dire, elle a quand même, à partir du moment où est-ce que son père n'a pu gérer les choses, elle était en mesure de bien les gérer avec sa sœur. On dit qu'elle a obtenu un baccalauréat en gestion des hautes études commerciales de Montréal et elle a suivi des formations à la London Business School et à l'Université McGill. En 2005, elle a lancé Imagix. Ça, je vais vous en parler, d'Imagix, qui est vraiment, en tout cas, moi, ça diminue énormément de souffrance de mes patients, là, Imagix. Là, vous allez dire, là, je suis engagé par Geneviève Biron. Non, pas du tout, je ne la connais pas pantoute, là. Mais je Ouais, vais j'ai quand reçu même... mon chèque un matin. Non, c'est ça. C'est un réseau de cliniques d'imagerie médicale qui fonctionne très bien. Okay? En 2014, elle a succédé à sa sœur Evelyne à titre de présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé. C'est-à-dire, c'était comme 2014, c'était vraiment la big boss. Autrement dit, là, traduction, c'est ça que ça veut dire. En 2021, c'est là que elle a switché de Biron à quelque chose de complètement différent qui n'a
pas l'air d'avoir grand-chose à voir avec la santé. Présidence de Propulia Capital, une plateforme d'investissement pour entrepreneurs. On n'est pas dans la santé ici du Non, tout, c'est là. ça. Puis en 2024, maintenant nommé PDG de la nouvelle agence Santé Québec avec un salaire de 652 000. Regardez là. Cashling. Écoutez-moi là. Je vais vous dire ça. Si tu es responsable de plus de 300 000 employés et tu es payé 652 000, tu es sous-payé. OK? En partant, là, elle ne fait pas ça pour l'argent, je vous Ah le dis non, tout de puis suite. peut-être juste une petite parenthèse, les gars de Radio Week, ils écoutaient la semaine passée, puis ils comparaient ça. Google n'a pas 350 000 employés dans le monde. Là. Supposément que Toyota, on s'entend, on parle de Toyota, là. Le concessionnaire mondial, ils ont 375 000 employés. Ils n'ont à peine 25 000 de plus que le système de santé québécois. Ça montre à quel point que... PDG de Banque nationale du Canada, c'est 13 millions, quelque chose de Ah, même, c'est ça. là. Là. Tu sais, je veux dire, donc, arrêtez-moi cette histoire-là de faire un scandale sur le salaire. Pour quelqu'un qui est riche comme elle, là, 652 000, C'est le salaire minimum. Là. je veux dire, on est dans du change, là, quasiment. Là. On est dans du type. Là. J'exagère un peu, mais c'est pour dire, la question, il n'y a pas de scandale en ce qui a trait au salaire. Si vous ne voulez pas payer votre monde, si vous voulez vraiment avoir un Top Gun ou une Top Gun, vous devez payer ces gens-là. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'un Top Gun ou une Top Gun est nécessaire? Ça, on peut argumenter là-dessus dans le réseau de la santé. Mais si vous êtes d'accord avec le fait que quelqu'un, un haut gestionnaire, quelqu'un qui a vraiment fait ses preuves dans le réseau privé, on doit de lui donner sa chance pour changer les choses dans le réseau, il faut que vous payiez cette personne-là et 652 000, c'est vraiment, mais vraiment pas cher payé. Cette personne-là n'est pas là pour l'argent. Bon. Quels sont ses intérêts? J'imagine que peut-être un peu idéaliste, qu'elle pense qu'elle va laisser un leg par rapport à ça. Peut-être qu'elle va avoir une carrière politique. J'en ai aucune idée, je ne la connais pas. Mais 652 000, arrêtez-moi le discours que c'est trop payé. Si c'est trop payé à ce moment-là, des Top Gun ou appelez-le pilote d'élite si vous voulez, vous n'irez pas chercher des gens de haut niveau là, dans la gestion à moins de ça. Même à ce salaire-là, ça prend quelqu'un qui veut un peu se sacrifier là, d'une certaine façon. Puis je sais que je vais recevoir l'agneau sacrificiel. Je sais que je vais recevoir des messages de haine par rapport à ça en disant c'est tellement plus que le salaire. Oui, mais regardez les PDG là, des grandes entreprises, c'est même pas comparable. OK, bon. Maintenant, continuons avec Biron. Puis après ça, on va aller dans la critique, mais commençons là par rapport. OK. Elle gérait une entreprise de 920 employés. OK? Biron, c'est ça. Biron, il y a une portion qui est laboratoires médicaux. Ma mère, qui est l'ancienne directrice générale de l'aide juridique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, faisait affaire à l'aide juridique. C'est-à-dire, l'aide juridique, vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat. L'État va vous payer un avocat. Si vous avez besoin, par exemple, d'un test de paternité, OK? Test d'ADN, il l'envoyait au laboratoire Biron. C'était très efficace, puis le test arrivait fiable et rapidement. Moi, j'ai de mes patients qui ont certaines assurances privées qui ne paient pas leurs soins à l'hôpital, tout ça. Là, ça, c'est interdit au Québec. Mais pour avoir des tests médicaux qu'une infirmière vient à la maison, font affaire souvent avec les laboratoires Biron et c'est très, très efficace. Maintenant, sur le plan de la radiologie, c'est hautement efficace. Moi, j'envoie beaucoup de mes patients aux cliniques Biron. Imagix. Pourquoi? C'est que si je l'envoie dans le réseau public, souvent ça prend une éternité avant qu'il y ait leur infiltration, leur examen d'imagerie. Lorsque je les envoie aux cliniques Biron, ça prend beaucoup moins de temps. Et là, il y a aussi, parce qu'eux, ils ont une section qui sont privées, les gens peuvent payer pour le service, mais ils ont une section qui est publique et remboursée par la carte d'assurance maladie, le fameux modèle que j'aime beaucoup. Donc, eux, ils sont déjà impliqués là-dedans. Et curieusement, c'est beaucoup plus rapide
aux cliniques Biron, avec la carte d'assurance maladie, d'avoir accès à l'examen. Là, ça doit coûter plus Ce que cher, moi j'ai. Karim, là. Et je te dis pas qu'à Québec, c'est la même chose, là. Mais moi, je te dis, dans les Laurentides, ce que je vis, c'est ça, et j'en vois souvent. Et là, ça, c'était bien avant, là, ça fait 5 ans que j'envoie mes patients aux cliniques Biron. Mais j'avais aucune idée que la Top Gun, ça allait être Geneviève Biron. Et je savais même pas c'était qui la PDG de Biron. C'est juste que mes collègues, à un moment donné, m'ont dit, Karim, envoie tes patients à cette clinique-là, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. Donc, c'est un beau modèle de partenariat public-privé qui semble non syndiqué et qui fonctionne drôlement bien. Ah, les méchants capitalistes. Mais là, écoute, Karim, je passerai pas d'extrait, mais pour ceux qui s'intéressent, allez voir, c'est le jour de l'annonce la semaine dernière, si vous n'avez pas encore vu ça, il y a eu je vais dire la grande messe, mais la grande conférence de presse de présentation de Mme Biron, puis beaucoup de questions. Je comprends que ça peut être intimidant. Surtout que tu as vraiment tous les projecteurs sur toi, tu as quasiment toute la machine médiatique qui scrute au fin détail ton pédigré, puis quasiment tes antécédents et tout ça. Mais pour une dame que justement gérait une entreprise privée de quasiment 1000 employés, qui est censée être une entrepreneuse extraordinaire, parce qu'elle fait partie d'une famille d'entrepreneurs extraordinaires qui fonctionne bien, personnellement, regarde, tu vas me dire c'est un feeling, ça vaut ce que ça vaut. Si elle prouve le contraire, je ne ferai que Je sais exactement tant ce que tu mieux. vas dire. Vas-y. C'est ça, c'est dans le sens que, tu sais, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'elle allait faire, quels étaient ses objectifs, quoi que ce soit, elle dit je vais recommencer par rencontrer mon monde, là, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça faible un peu. Vraiment, Ouais. j'ai l'impression que peut-être c'était le stress, que ça c'est possible. Que, donc, je vous dis, c'est juste comme première impression, j'ai été moins impressionné. Tu sais, ça faisait pas mal gros. Tu sais, je dis pas. Tu sais, son CV ment pas. Ouais, bien évidemment, ce qui est marqué là-dessus, c'est véridique. Mon but, c'est pas de remettre ça en question. Simplement que j'ai l'impression que ce qu'ils nous ont présenté, c'était comme grosse annonce, petit magasin, quand tu vois un peu le modèle final. Là. Tu sais, tu te dis, OK, reste à voir, quand on dit les actions parlent plus que les mots, je suis absolument d'accord. Puis garde, si elle prouve le contraire, je vais être le premier à dire que j'ai pas eu raison. Mais c'est juste comme première impression, je trouve qu'elle faisait plus fille qu'elle savait pas trop par quel bout de commencer, puis un petit peu un peu de naïveté peut-être aussi. Tu amènes la discussion exactement où est-ce qu'elle se doit d'être amenée, Joey, en ce moment. Ton point est excellent. Maintenant, ce qu'elle a démontré lors de la conférence de presse, c'est que, c'est sûr que c'est pas une politicienne. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que tu peux y demander de bullshiter puis avoir l'air très crédible en mentant en pleine face à la population. Donc, à moins d'être une extraordinaire manipulatrice, mais c'était pas le cas. On a vraiment vu que c'est quelqu'un, je veux dire, elle n'est pas très à l'aise avec les médias. Elle n'est pas très à l'aise dans la communication avec des Kodak un peu autour d'elle. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Par exemple, le politicien le plus prodigieux de sa génération et peut-être des 50 dernières années, le très beau Gabriel Nadeau-Dubois. Lui, Gabriel Nadeau-Dubois, il peut te dire, il pourrait arriver, il n'a jamais dit ça, puis il ne dira jamais ça, mais il pourrait arriver et dire, le communisme, c'est la plus grande chose qui a existé dans l'histoire de l'humanité, et tout le monde l'applaudirait. Bon, il a un talent de communicateur né. Il peut t'amener de la bullshit totale, il peut te mentir en pleine face, et tu vas juste l'adorer. Bon, une certaine portion significative de la population vont l'adorer. C'est un peu ça. Elle n'a pas ce talent-là. Clairement pas. Cependant, elle a démontré qu'elle avait un haut talent de gestionnaire. Non, c'est ça. Du moins, dans le réseau privé. Et c'est-à-dire que c'est pas une politicienne, c'est sûr. Elle n'a pas le talent pour être ministre de la Santé, comme Christian Dubé. Christian Dubé, il t'hypnotise. Là. Il arrive, puis là, il te parle, puis il dit « Vos paupières sont lourdes. » Oui. Justement, il y avait des articles lourd. la semaine dernière qui comparaient Christian Dubé à Mesmer. Je trouvais ça C'est ça. tellement bon. Puis là, Christian C'est Dubé, ça. il va te dire, ça fait longtemps que je le dis, puis Christian Dubé, il va te dire, je suis le meilleur ministre de l'histoire de la santé. Vous vous réveillerez lorsque je vous l'ordonnerai.
vos paupières sont encore lourdes et encore Oui. très, Les, très lourdes. Puis à un moment donné, il dit de te les réveiller. urgences débordent, mais belle amélioration. C'est ça. C'est Christian Dubé, c'est un maître de la communication. Geneviève Biron, ce n'est pas une maître de la communication. Cependant, elle a démontré qu'elle était une excellente gestionnaire. Maintenant, on peut se poser la question. Elle est une excellente gestionnaire dans le réseau privé en santé. Hmm. Qu'est-ce qu'elle connaît du réseau public? Probablement quand même un peu, parce qu'il y a des partenariats privés-publics. Et moi, quand j'envoie mes patients chez Biron, on a un bon service via le réseau public. Mais ça ne veut pas dire, mais connaître le réseau public, ça veut dire comment les urgences fonctionnent, comment les corridors de services fonctionnent à travers les différentes régions, les CIS, les CIUS, qui ont le contrôle, et ultimement, qui est l'État souverain au-dessus de tous. Et là, je te laisse guesser, Joey. Attends, alors, dis-moi ça, là. Qui est souverain au Québec? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est le Parlement? Ou est-ce que c'est une autre institution? Non, c'est le bureau du premier ministre. Là. Non. C'est le bureau exécutif. Non. OK, je comprends ce que tu veux dire. Les syndicats. Les syndicats. Ce qui est souverain au Québec, les gardiens du temple, bien évidemment. Ce sont les syndicats. Vous imaginez, théoriquement, je veux dire, au sein du système parlementaire britannique, c'est le Parlement qui est souverain. Là, tu m'as fait un attrape nigo parce que tu m'as dit au Québec, si tu m'aurais dit dans le système public, ça aurait été facile. Mais non, mais parce que tu m'as parlé politiquement parlant, tu m'as joué un tour, là. Non, t'as raison. T'as raison. C'est pas que la réponse n'est pas bonne des deux côtés. J'ai pas été suffisamment honnête dans ma façon de poser la question. T'as raison. Je te l'accorde. Parce que officiellement, on s'entend-tu que notre démocratie, c'est comme une sorte de monarchie élective là, qui dit pas son nom là, par rapport au pouvoir que le bureau du PM a sur toutes les autres branches du pouvoir. Mais quand on pense par après, justement, que c'est les 10 gardiens du temple qui tiennent le dit gouvernement par les couilles, ben, par définition... C'est-à-dire qu'officiellement, tu avais 100% raison. C'est ça. Mais moi, je t'ai trické un peu là-dedans. Non officiellement. Mais j'aime bien ça, tricker mon bon ami Joe. Je sais, t'aimes bien ça. Mais et là... Pour une fois, tu m'as même pas parlé de Jordan Peterson, ce coup-là. J'étais assez content que tu aies parlé d'autre chose. Non, j'ai décidé de peu en parler. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient redondant. Là, je t'accuse à chaque fois. Il y a certains membres Patreon qui ont bien aimé ça en passant. Je t'ai pas envoyé de commentaire. Non, mais c'est correct. Mais écoute, il faut s'amuser dans tout ça. On essaie d'être sérieux, mais à un moment donné, il faut s'amuser un peu. Oui. Et moi, je le dis de façon officieuse, c'est que... et moi, honnêtement, j'aime beaucoup le profil de Geneviève Biron, mais c'est vrai, et c'est un peu ce que Gaétan Barrette a amené dans son analyse, c'est qu'elle va faire face à quelque chose qu'elle n'a jamais fait dans sa carrière, faire face aux syndicats. Parce que quand tu gères un système privé, c'est pour ça que moi, je veux, tu sais, dans ma réforme en santé, sortir de l'organigramme graduellement des instances publiques pour les amener au privé, mais que l'État demeure quand même le payeur. Pourquoi? C'est parce que c'est pour des choses de mineurs à modérés. Il faut bien le dire, parce que le réseau privé, lorsque tu l'exemptes, et là, la loi permet aux employés de se syndiquer, ils ont le droit de se syndiquer, mais là, ils ont à négocier de façon différente avec un autre employeur. Et lorsque tu multiplies ces employeurs, tu fais en sorte que tu n'as pas un syndicat qui a un pouvoir tout puissant au-dessus et qui devient le souverain de l'État. Et tu ne veux pas que le syndicat soit le souverain de l'État. Tu veux que le souverain de l'État, ce soit le peuple. Bon, dans le système parlementaire britannique, c'est le Parlement, mais ultimement, le Parlement est quand même nommé par le peuple. Mais à partir du moment où tu as des syndicats qui sont tellement puissants que tu ne peux rien faire, et là, on le voit, Christian Dubé et Geneviève Biron ont été pris pour sortir parce que là, il y avait les syndicats qui arrivaient avec des pancartes en criant « C'est un peu bolchevique, il faut s'entendre, là. Oh, pas de privé en santé, pas de privé en santé. » Mais vous vous basez sur quoi? Ils ont-tu de l'argent? Hey, c'est-tu le fun, la Formule Run, la quantité d'argent que tu peux garocher pour acheter des pancartes pour une affaire, une journée? Sac ça aux poubelles, on passe à la prochaine affaire. Hey, sérieusement, là. Mais c'est un peu ça. C'est pour ça que la question en revient. La question centrale revient, Karim. C'est que là, cette madame-là,
j'ai l'impression elle va se ramasser comme dans Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, là, tu sais, dans la scène aussi qu'il a découvert que Saruman, c'est un méchant, puis il y a comme 4-5 portes. Il essaie de sacrer son camp, la porte Ouais. ferme. Elle essaye l'autre porte ferme. Tu sais, fait que là, elle va dire OK, je vais essayer de changer ça. Bang, la porte se referme. Ah, ben, je vais essayer de modifier ça d'abord. La porte se referme. Fait que tu dis OK, mais tu sers à quoi? Parce que si le gouvernement avait une réelle volonté de vouloir changer le système pour le mieux. Puis en tout cas, Dubé, je vais y donner. Personnellement, j'aurais trouvé ça cave de vouloir, tu sais, depuis des semaines, des mois, on en parlait souvent, toi et moi, tu sais, dire que ça prend une nouvelle vision du système de santé, puis une vision moderne, puis de ci, puis de ça. Ben justement, il y aurait eu l'air cave si la vision, il aurait élu comme Top Gun un genre de fonctionnaire d'État du public qui est là depuis genre 30 ans, comme nouvelle vision du système. Par définition, ça devait venir de l'extérieur. Mais par contre, c'est que si tu la mets juste dans son genre de petit, un peu comme un bébé dans son petit parc, là, tu sais, puis là, tu te dis, OK, tu as le droit de jouer là-dedans. Ouais, mais c'est comme, il y a comme t'as le reste de la maison, elle. Ah non, tu peux pas toucher à ça. C'est juste dans ton petit parc. Parce que justement, les syndicats veulent pas. Ben là, parce que c'est ça qui c'est une condition sine qua non. Si tu veux changer le système de santé, faut que tu partes en guerre contre les centrales syndicales par définition. Tu peux pas être assis entre deux chaises. Plus nuancé que ça, Joey. Tu n'as pas besoin de partir en guerre, tu as besoin de faire quelques légiférations qui graduellement vont amener une diminution de la puissance des syndicats. C'est ça. Tu as besoin, et ça c'est la Mais tu sais, c'est-à-dire, c'est parce que, et c'est là que je me pose la question. Puis là, regardez, juste avant de dire ça, puis là, on va en revenir à quelles sont les réelles intentions de Christian Dubé, et on va philosopher un peu sur Christian Dubé pour s'amuser à la fin. Mais là, je voulais quand même mentionner dans tout ça qu'il y a le MQRP, le regroupement des médecins pour le régime public. Bonjour. Ah ouais, on en a déjà parlé d'eux autres. Ben oui, bonjour. Mais c'est parce que moi, ça fait longtemps que je leur demande un débat, puis là, ils me le refusent. Là. Moi, je suis prêt à débattre avec eux. Mais c'est parce qu'ils disent que un grand nombre d'études démontrent que le privé augmente les coûts et diminue la qualité des soins. Quelles études? Ben, c'est un peu ça le point. Et c'est vrai que, et ça, c'est important de le mentionner. C'est-à-dire que quand tu fais du cherry picking, OK, tu regardes sur un moteur de recherche, que ce soit PubMed, que ce soit Google Scholar, puis si tu vas sur Google général, là, c'est un peu de la crap que tu vas recevoir. Mais mettons que tu vas sur des vrais moteurs de recherche scientifiques et tu regardes, puis aussi ce que les think tanks te font des résumés, tu vas toujours avoir des études qui vont aller d'un sens et des études qui vont aller de l'autre. Maintenant, de quelle façon tu vas trancher? La façon que je l'ai faite pour la santé personnellement, c'est en regardant de quelle façon les différentes législations sur la planète ont adopté ces différentes études-là avec leurs forces et leurs faiblesses. Tu comprends? Et parce que tu en as des milliers qui vont dire, et c'est vrai que, disons que tu as un système purement privé, OK? Purement, mettons que tu laisses ça au privé et tu as zéro encadrement de l'État. Un pur libertarien va te dire que tout s'équilibre dans un monde ultra magique de libertarianisme. J'ai de la difficulté avec ça. Non, c'est ça. Et un pur étatique va te dire, oui, mais c'est tellement mauvais, ils veulent faire du profit. Non, regardez. C'est que le marché, les conclusions, puis quand vous regardez vraiment les modèles, de quelle façon la grande majorité des pays du monde développé la façon qu'ils ont bâti leur réseau de santé, puis qui ont inculqué ces études-là et ce savoir en santé, autant sur le plan théorique que sur l'application pratique, c'est que on se rend compte que le marché est plus intelligent pour déterminer est-ce que le public ou est-ce que le privé s'avère adéquat pour la qualité des soins et pour les gains de productivité, l'efficience et l'efficacité du réseau. Le libre marché est beaucoup plus efficace qu'un ministre qui essaie de manipuler tous les leviers. Cependant, si tu laisses libre cours à ça,
sans zéro encadrement de l'État, tu vas avoir une qualité de soins qui va diminuer dans un pur privé où est-ce qu'il y a zéro contrôle étatique, parce que tu vas avoir un gestionnaire à un moment donné qui veut faire un peu plus d'argent et qui va dire, OK, un préposé de moins, une infirmière de Ouais. moins. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que C'est- le but de l'État, c'est pas de déterminer est-ce que une chirurgie de la hanche est mieux que ça se fasse dans le réseau public ou dans le réseau privé. On parle de l'État qui est payeur d'un côté et de l'autre. Là, OK? C'est l'État qui demeure le payeur. Ça, c'est le marché qui se devrait déterminer ça. Maintenant, la qualité de l'acte, c'est pas au marché de le déterminer. Ça c'est à l'État de le déterminer en fonction des critères que l'on veut comme peuple. Et c'est sûr qu'en fonction de notre richesse, la qualité de l'acte, on veut qu'elle soit supérieure au Québec que, je veux dire, en En République Ouganda. démocratique du Congo ou Ah, en c'est ça. Ouganda. Et en tout respect pour ces gens-là, c'est juste que dans leur pays, ils sont moins riches. Donc, ils ne peuvent pas avoir le même standard de soins en termes de niveau de qualité de l'acte. Ils n'ont pas la même technologie. Ils n'ont pas accès aux mêmes ressources. Fait que tu comprends? Elle est toute là, la nuance. C'est pour ça que le réseau privé s'avère vraiment parmi les pierres angulaires d'un réseau de santé, en termes fournisseurs de soins, d'un réseau de santé efficace. L'expérience internationale nous le démontre. Mais l'État ne peut pas être complètement exclu de tout ça. Puis c'est ça la nuance que j'essaie d'amener graduellement, mais c'est assez difficile à comprendre. Et je pense que, puis j'en reviendrai un petit peu à Mme Biron, c'est que moi, j'ai un gros problème avec la structure Santé Québec, qui est une structure qui m'apparaît beaucoup trop centralisatrice, parce que c'est le seul, ça devient le seul employeur. L'expérience internationale démontre qu'on est mieux d'avoir de multiples employeurs qu'un seul employeur. Mais là, et une autre question que je me pose, Christian Dubé, mais qu'est-ce qu'il va foutre? Si c'est Mme Biron qui gère tout, et lui, ce qu'il dit, Christian Dubé, il dit, oui, mais moi, je vais amener les grands axes. Ben, mais les grands axes, bordel, je peux te les amener tout de suite. Ben, en fait, c'est que est-ce que le poste de ministre de la Santé va devenir un peu comme le ministre des Forêts? Là? Ça va comme... Ben, c'est un peu ça. Est-ce que, en réalité, c'est un petit peu ça parce qu'il fait comme dupliquer son travail, son expertise. C'est que lui, il dit, moi, je vais amener les grands axes. C'est quoi les grands axes? C'est-à-dire, il détermine est-ce qu'on a le droit à la pratique mixte ou non? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un assureur privé ou non? Est-ce qu'on a le mode de financement des hôpitaux? Ces choses-là. Mais ça, c'est des grandes lignes. Une fois que les grandes lignes sont émises, ben, il reste quoi à faire? Ben, c'est mais ça, je me pose la question, puis il faudrait peut-être poser la question à M. Dubé, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire, M. Dubé, si c'est Mme Biron qui fait toute la gestion? Vous voulez émettre les grands axes, M. Dubé? Ben, mais les grands axes, je les ai ici. Je peux sauver beaucoup d'argent. Ah ouais, absolument. Mais je revenais à ton point de tantôt que tu parlais justement que ça dépend vraiment toujours des statistiques puis des points. Puis tu sais, on dit comme Thomas Sowell, there are no solutions, there are only trade-offs. Il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. Fait que même dans des jeux dans des jeux de gestion que des fois il m'arrive de jouer, tu sais, mettons même une décision que tu dis, mettons, augmente la productivité de votre population de 25%, mais le mineur, c'est justement le coût de ce qu'on appelle le upkeep, finalement, là, tu sais, la capacité d'utilisation, mettons, les besoins de ces gens-là pour être plus productifs, mettons, augmentation du taux de bouffe de mettons, 10%, puis le taux d'énergie aussi, parce que c'est sûr, vu qu'ils travaillent plus, il faut qu'ils mangent plus. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des bons côtés. Fait que moi, je me dis, OK, on est hypothétiquement parlant, puis on assume qu'on est dans un système où c'est que le système de santé ne gaspille pas de l'argent. Je sais que je suis très utopiste ce matin, mais imaginons que tu sais, mais le privé, c'est vrai qu'il coûte plus cher par rapport au public. OK. Mais moi, je veux voir le ratio rendement-coût. Si mettons, je sais pas, le réseau privé qui serait de manière mixte avec le public, mais en général, le privé coûte entre 20 et 25% plus cher. Mais que le ratio en termes de performance, quasiment du kit au double. Tabarnak, c'est un esti de bargain, excusez-moi. Là. Et là, exactement. Et là, ça, c'est super important comme point, ce que tu amènes en ce moment, Joey, c'est qu'il faut que tu le fasses
à plusieurs niveaux, ça. C'est-à-dire dans tous les secteurs. Pour ce qui est, puis on avait présenté, je pense que c'est notre dernière chronique ensemble, la ZIC-MD à Lévis, c'était coût neutre et tu avais à peu près, tu avais 3 à 4 fois plus d'interventions qui se faisaient Ah oui. pour des chirurgies oculaires, OK? Entre autres, chirurgie de la cataracte. OK? Donc, ce partenariat privé-public-là pour l'œil, coût nul, OK? Donc, kiff-kiff, tu ne sauves pas d'argent, mais tu en sauves quand même parce que tu as des gens qui sont capables de voir. Juste ma mère, en ce moment, là, des cataractes, puis ça empiète beaucoup sur sa qualité de vie, sur ce qu'elle est en mesure de faire. Puis, tu sais, elle attend dans le réseau public. Là. Je vais probablement y payer là, dans le réseau privé parce que, tu sais, ça commence à être tannant, là, l'attente. À Mais quantité de chèques qu'ils t'envoient, tu vas pouvoir y payer ça. c'est Je t'agace. exact. Mais là, et là, tu le vois, et ça empiète. Tu le vois, juste cette attente-là, parce que moi, j'ai des cataractes, je suis encore trop jeune pour avoir ça, Ah. mais j'imagine comment ça peut empiéter ta qualité de vie, ta productivité. Et je te l'avais dit, là, papier de l'Institut Fraser que je vais vous présenter, qui mesure les coûts juste en perte de productivité lorsque tu attends sur une liste d'attente. Donc, même si dans certains secteurs, ça coûtait plus cher au privé, il faut que tu calcules dans le coût, il faut que tu aies un modèle Ben oui. économétrique pour calculer les coûts que ça te ferait sauver en perte de productivité pour la personne et également pour les membres de sa famille et ses aidants C'est ça, c'est que naturels. si ça coûte 100$, puis tu vois en général un patient, mais pour 130$, tu en vois 4, ben le calcul est vite fait, mon cher, là. Tu sais, Tout à le fait. but, je comprends, on veut pas nécessairement que l'argent soit soit tiré par les fenêtres ou whatever, Non, vraiment pas. mais c'est juste qu'on assume justement, on assume, à chaque fois qu'on parle de réseau, de n'importe quoi, d'éducation, de santé, de voirie, n'importe quoi, on assume par définition que le gouvernement fonctionne à pleine capacité et à 100% de son taux de productivité et que si le privé fait au-delà de ça, ben, on assume qu'il fait le même résultat en bout de la chaîne. Tandis qu'au contraire, ça se peut qu'il fasse encore meilleur, pour un peu plus cher, mais quand même. Fait que je pense que dire ah, ben c'est plus cher. OK. Mais là, Mais tu ça me peut montres une pièce du puzzle. OK, OK, je comprends, fine, c'est beau. et c'est Mais pour ça qu'un marché qui est libéralisé va te permettre de déterminer dans quel secteur, puis on a des modèles là, un peu partout sur la ben planète. oui. Je vous donne un scoop, le 16 mai, je vais sortir avec quelque chose là-dessus. Bon, bordel, Oh, je vous donne un scoop. Là. Bon, je vais oh, sortir oh. publiquement le 16 mai ou le 15, là, dans ces eaux-là. Bon, et c'est-à-dire que, et c'est en fonction de ton pays, il y a des pays où est-ce que, puis tu sais, on a parlé de beaucoup de systèmes, on a parlé du Suisse, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de la Suède, on a parlé de l'Australie. On voit qu'ils ont des modèles qui sont différents, mais ils incorporent tous le privé dans leur système, mais de façon plus importante que ce que nous, on incorpore ici, mais ils l'adaptent à leur société en fonction, oui, de l'acceptabilité sociale, en fonction de plusieurs paramètres, mais le secteur privé, comme fournisseur de soins, a une place quand même beaucoup plus importante que ce que l'on a au Canada de façon générale. Ça, c'est important de le mentionner. Et le privé comme fournisseur de soins n'égale pas nécessairement le privé comme payeur ou comme assureur. Maintenant, moi, je suis en faveur que les gens aient une assurance, puissent opter pour un assureur privé, mais c'est un autre sujet complètement. En passant, je voulais le mentionner, José Legault, il y a quelques semaines, a fait l'apologie de la plateforme du Parti conservateur du Québec. Hein? Ben oui, elle a publié un bel article dans le Journal de Montréal. Tu Journal de Québec ou le Journal de Montréal? Ah ben, ça, t'as Sur, publié sur le publié dans modèle de les deux. Taïwan. Ah! Mais le modèle de Taïwan, c'est un gros modèle. C'est que l'État est un payeur, mais c'est le réseau est à peu près privatisé de A à Z. Ce que je ne veux pas, là, moi, là, comme modèle, là, mur à mur. Mais eux, tu as différents fournisseurs de systèmes
qui sont à peu près toutes privées, à part les grands hôpitaux universitaires. Mais regardez ce bel article de José Legault qui fait l'apologie de la plateforme du Parti conservateur du Québec. Elle ne l'a pas dit, naturellement, mais elle a Non, publié un article sur elle le n'a pas modèle la de Taïwan. capacité, en tout respect, cette femme-là n'a pas la capacité mentale pour une analyse aussi profonde que juste, c'est ça. Elle est très, c'est une femme très en surface, on va dire ça comme ça, dans ses analyses. Ah, mais moi, je l'aime beaucoup. Bon. Oh, ouais, ben, correct. C'est juste que c'est pas. Tu sais, c'est juste, c'est pas une termite, ça creuse pas. Elle est très, c'est ça. Très on the surface. C'est beaucoup. Elle serait bonne pour justement le Tesla puis la fameuse base sur Mars. Ça serait bonne OK. comme candidate pour y aller. Les fameuses, explorer les surfaces des planètes, ça serait bonne. Ben, écoute, moi, j'avais pensé la recruter sur la commission politique, là, mais tu es Oh en train my d'essayer de God. me convaincre de l'inverse. Bon, je suis déçu. Mais maintenant, José Legault. Et calvasse. ben écoute, là, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, Joey. Non, Mais- c'est ça. C'est juste que si elle n'existerait pas, il faudrait l'inventer, comme dirait l'autre. Là, c'est tellement une caricature sur deux pattes, comme bien l'autre d'ailleurs. C'est pas la Maintenant, seule. maintenant, il va falloir analyser, en conclusion, notre Mhm. bon ami Christian Dubé. Qu'est-ce qu'il veut exactement en créant cette structure Santé Québec? Et je sais qu'il n'aime pas ça, là, qu'on dit structure, mais j'aime bien répéter structure. Moi, il suffit de me dire de ne pas Ouais, répéter quelque chose pour que je le répète. cette nouvelle couche de cramage, cette Mais, 18e couche de cramage sur le gâteau de mariage. mais, quand même, en nommant une pilote d'élite du privé. C'est ça, c'est que c'est un personnage très intéressant pour moi, Christian Dubé. C'est que il adhère au fait de changer le mode de financement des hôpitaux, donc il adhère à la concurrence. Pendant la pandémie, il a utilisé énormément les pharmacies puis le réseau privé. Il vient du réseau privé. Il nomme Geneviève Biron. Il fait des partenariats privés-publics, un peu comme ce qu'on avait proposé au Parti conservateur du Québec aux dernières élections. Puis lorsqu'on avait fait notre sortie en santé, 48 heures plus tard, ils en ont fait une qui ressemblait beaucoup à notre sortie. Donc, Regardons ça. il semble avoir vraiment un intérêt pour non seulement le décloisonnement des professions, mais également pas la décentralisation, mais l'expansion du réseau privé en santé. Tu sais, est-ce qu'il a nommé Mme Biron? Puis là, il faut se poser la question. Est-ce qu'il a nommé Mme Biron uniquement pour... Puis je pense pas. Pour dire que c'est un échec, là, elle vient du privé, puis on ne croit pas au privé. Non, Ça, je pense pas. on Moi, donne la chance aux coureurs, c'est juste que perso, elle gère un organisme qui, dans ma tête à moi, devrait même pas exister. Puis, en tout cas, on est d'accord ensemble. c'est ça. On est d'accord ensemble. Mais on sait que probablement qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections. Non, c'est ça. Il y aurait des. Donc, lui, le gars est multimillionnaire. Là. C'est à peu près le seul qui est assez riche en province pour acheter les chalets de son bon ami Pierre Fitzgibbon. Donc, il travaille 90 heures semaine, mais assez le temps pour faire une nouvelle curée de sirop d'érable. C'est assez le fun, le Québec. Hein? Il est très, très riche, donc il n'est pas là pour l'argent du tout. Il pense sûrement à son héritage. Donc, pourquoi il nomme Geneviève Biron, qui est une élite du privé, pour gérer le réseau de la santé? Est-ce qu'il s'est rendu compte, puis je ne dis pas que c'est le cas, là, mais est-ce qu'il s'est rendu compte qu'étant dans la machine, ça te prend absolument quelqu'un d'extérieur à la machine pour gérer cette machine-là, avec une nouvelle vision? Parce que si tu es dans la machine, tu es trop pogné, tu peux absolument rien faire. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il le fait pour décharger le ministre de ses responsabilités? Mais lui, d'un autre côté, il part. Donc, pourquoi il aurait intérêt à vouloir décharger son successeur qui va être un péquiste puis après le péquiste, ça va être un libéral, puis à un moment donné, ça va être un Québec solidaire, puis ça va revenir un péquiste. Donc, j'essaie de voir un peu quel est son intérêt puis sa vision, puis j'aimerais beaucoup discuter avec ce gars-là pour cette raison-là. À quoi il pense exactement? Est-ce qu'il est entré dans la machine puis il s'est heurté à des murs qu'il n'était pas capable de franchir, lui comme fonctionnaire du réseau? Et il pense qu'il faut absolument que ça passe par une agence externe
Parce que si tu es impliqué dans cette machine-là comme fonctionnaire officiel, comme ministre ou comme sous-ministre, cette machine-là va te bouffer complètement. Je pose la question. Ou il souhaite, justement, sachant qu'il sait qu'il ne se représentera pas, sachant qu'il sait que la CAQ, à moins d'un méchant miracle, vont prendre toute une débarque aux prochaines élections, sachant que le PQ n'aime pas trop le privé, puis ils vont se dire qu'ils vont être pognés avec Mme Biron rendue au pouvoir, est-ce que c'est pas un peu comme un genre de, excusez-moi, un peu foutre le bordel avant de partir, là, puis je dis pas que Mme Biron est pas compétente ou whatever, mais c'est juste que dans la tête d'un péquiste, le privé, c'est Satan, on s'entend, là. Fait que, tu sais, c'est juste dans leur tête, Je c'est comme si comprends, tu aurais mis un mais loup dans la bergerie. à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il n'y en aurait rien à faire de son héritage. Non, je comprends. Puis là, je fais des suppositions. Ou encore une autre supposition, que justement, ben, ça revient un peu à ça serait la version stratégie électorale, mais extensionnée sur 2 ans de plus, c'est que justement, sachant que la CAQ, même s'ils ne se représentent plus, Christian Dubé, whatever, ils ne veulent absolument pas, dans 100 ans, voir une montée d'un véritable parti de droite qui serait le Parti conservateur du Québec. Donc, du moins, en voyant des signaux qu'on est ouvert au privé, ce qui est selon moi une grosse bullshit, là, parce que comme je t'ai dit un peu avant au début qu'on veut enregistrer, si le bonhomme Dubé aurait été aurait vraiment fait confiance au public, il n'aurait pas fait 2 cliniques gériatriques privées, il aurait fait 2 hôpitaux. Là. Mais en tout cas, chacun ses opinions. Là. Est-ce qu'il y a un peu. Je dis pas que ça peut être un ou l'autre, ça peut être les deux, là, mais dans le sens que est-ce qu'il n'y a pas un héritage de OK, je vais faire quelque chose un peu différent, puis ouvrir la porte au privé, mais en même temps se garantir que le PCQ n'a pas un discours unique dans cet enjeu-là? Ça peut être multifacette un peu. Là. C'est sûr que le fait que le PCQ n'entre pas à l'Assemblée nationale, ça, c'est la volonté de tous. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, je veux dire, autant du PQ, de QS, de la CAQ, des libéraux. Ça, c'est sûr et certain. Personne ne veut du PCQ à l'Assemblée nationale. Je suis encore en réflexion par rapport à cette fameuse nomination-là. Puis, c'est que il est très c'est très mi-figue, mi-raisin, disons. C'est-à-dire, d'un côté, un peu plus de privé, mais beaucoup plus de centralisation. Les deux sont complètement incompatibles. Plus de centralisation, plus de privé. La nature du privé amène de la décentralisation, puis c'est un peu le principe pourquoi tu veux sortir de l'organigramme des soins de santé parce que tu veux parce que le privé est décentralisé de par sa nature. Quand tu vas dans une clinique Biron ou si tu vas dans une clinique Lacroix, de par sa nature, c'est décentralisé. Tu fais affaire avec la clinique elle-même. Il y a un service plus de proximité. Donc, très mi-figue, mi-raisin, Christian Dubé, c'est un type qui est très énigmatique pour moi et je l'analyse de proche. Écoute, que dire de plus? On va, comme on dit, on va m'a cité Palpatine à la fin de l'épisode 1. On va regarder votre carrière avec grand intérêt. Madame Biron, on vous a à l'œil. On va regarder votre parcours, voir qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire. Parce que là, ça va être. Les prochains mois, j'ai l'impression, vont être cruciaux. Certains disent qu'elle finira pas son mandat, justement, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle ne peut absolument rien foutre. D'autres disent le contraire. L'avenir nous le dira, mais sérieusement, regarde, je ne veux pas être pessimiste, là, tant mieux. Si elle arrive pour de vrai à changer des choses, je vais être le premier à me lever à la main et dire bravo, good job. Là. Mon but, c'est pas de dire, c'est pas être trop broyé que du noir, simplement que, tu sais, c'est ça, il y a certaines réalités qu'on ne peut pas ignorer. Puis disons que si, en bout de ligne, elle finirait par partir avant la fin de son mandat, puis elle dirait un peu comme une sorte de Marc Bellemare qui ne peut absolument rien foutre, ben ça confirmerait purement ce qu'on dit toujours, c'est que les centrales syndicales sont bien trop fortes. Là. Moi, j'aurais aimé voir Geneviève Biron être responsable, quelqu'un, que ce soit elle ou quelqu'un de sa compétence, de l'expansion du réseau privé, c'est-à-dire responsable des cliniques qui vont offrir des services payés par la carte d'assurance maladie au privé, puis d'être responsable de la coordination de tout ça. Je pense qu'elle aurait vraiment excellé là-dedans. Mais la responsabilité ultime du réseau de la santé, ça revient au ministre, je pense. Et de le dupliquer avec une agence, l'Agence Santé Québec. Là, on ne sait même plus c'est qui le ministre de la Santé, c'est-tu Christian Dubé ou c'est Geneviève Biron. Et ça, j'ai un problème avec ça. Maintenant,
On peut comparer à Hydro-Québec, on peut comparer avec la nouvelle agence qu'ils veulent faire par rapport au transport. C'est assez différent quand même, hein? Parce que quand tu regardes puis là, je termine vraiment là-dessus rapidement. Quand tu regardes les modèles internationaux, lorsque tu parles de transport, construire des ponts, construire des autoroutes, il peut vraiment y avoir un intérêt à centraliser les décisions parce que l'expertise est tellement précise, technique, et construire un pont, c'est pas une question de proximité. Oui, il y a du monde qui vont me dire, oui, faut connaître les berges, il faut avoir l'acceptabilité sociale. Oui, on comprend tout ça. Mais un ingénieur qui construit un pont d'une place versus une autre place, c'est pas mal la même chose. Lorsque Ouais. tu donnes des soins de santé, c'est différent. Il y a quand même l'aspect de décentraliser est très important parce que la proximité, tu ne soignes pas nécessairement des gens de la même façon à Montréal que sur la côte nord en fonction je veux dire, des aspects socio-démographiques très différents. Lorsque tu parles de soigner des gens, je pense que la décentralisation est très importante, puis les modèles internationaux nous le montrent, là. Mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir des agences centrales, indépendantes du ministère, comme Hydro-Québec, par exemple. On pourra en discuter d'Hydro-Québec, là, mais ce n'est pas le point de la chronique. Mais particulièrement en termes de transport, où est-ce qu'une certaine centralisation peut être assez efficace. Mais ça, c'est le sujet de d'autres chroniques. Je vais vous amener ça à un autre moment donné. Stay tuned pour un prochain épisode à ce sujet-là. Yes, sir. Merci beaucoup, Karim. Toujours un plaisir. Regarde, je pense que les auditeurs vont apprécier beaucoup cette dite analyse. Écoutez, c'est ça, comme bien d'autres sujets, on va regarder ce qui va se passer. On est sur le perron, sur nos chaises berçantes à regarder, voir comment ça va se jouer. Écoute, je suis curieux. Fait qu'on va voir. On dit bonne chance à Mme Biron, de tout à fait sincèrement. Et c'est ça, je pense que vous allez en avoir de besoin. Fait que sinon, tout le monde, passez un bon début de semaine, puis on se voit demain, puis Karim, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.